Depuis 20 ans, le monde va mieux, c'est un fait. L'accès universel au savoir rend les gens plus cultivés et plus ouverts, l'information circule sans entrave et la planète entière est désormais à notre portée. Sur les réseaux sociaux, des mouvements d'une ampleur inédite, même parfois des révolutions, voient le jour, et chacun a pu prendre conscience de l'urgence climatique qui ne sera, on l'espère, bientôt qu'un lointain souvenir. Voilà! Après, si on chipote, les gouvernements démocratiques restreignent les libertés, mettent en place des systèmes de surveillance de masse jamais vus, et les médias d'information, détenus par quelques milliardaires, font la pluie et le beau temps. Des bulles de filtre nous enferment dans les points de vue de nos cercles de potes Facebook, la tolérance disparaît et la peur de l'étranger grandit dans tous les pays. Nous devenons des ouvriers du clic au service d'immenses multinationales et de fausses informations se diffusent plus vite qu'une traînée de poudre. Alors, faut-il avoir peur d'Internet ? Mine d'information ou manipulation de masse? Nouveau pouvoir ou asservissement? Bon, ça nous fait de quoi causer tout ça. Bonsoir et bienvenue dans la première de Turfu Express en direct ici du Maïf Social Club. N'importe quoi. C'est-à-dire on n'est pas en direct. Si, en direct. Nous allons discuter ce soir d'Internet, de progrès social, de Donald Trump. Mais tout de suite, pour bien comprendre le sujet, l'instant TDI. Épidémie de fausses informations, uberisation tous azimuts, surveillance de masse, bulle de filtre. Qu'est-il arrivé au bel idéal de transparence et d'émancipation d'Internet? L'utopie est-elle en train de tourner au vinaigre? Pour en parler avec nous, Antonio Casilli, vous êtes chercheur, professeur à l'EHESS, à Télécom Paris Tech, sociologue. Antonio, bonjour. Bonjour. Alors Antonio, 2016, année politiquement mouvementée, on pense notamment à cette élection américaine, à l'occasion de laquelle on a beaucoup parlé de fake news, de fausses informations, de trolls, de hackers. Alors pourquoi on se retrouve tout d'un coup là, à mettre ces sujets sur le devant de la scène? Non, ce n'est pas spécifiquement une nouveauté. Au fait, de fake news, on en parle depuis longtemps. Si vous vous rappelez, cycliquement, plusieurs plateformes d'Internet sont visées par cette polémique. Par exemple, Wikipédia, le fait que l'information sur cette encyclopédie participative ne soit pas complètement validée ou validable ou sujette à controverse. Dernièrement, à l'occasion évidemment de l'élection présidentielle américaine, on s'est concentré sur les fake news qui ont fait surface dans la sphère politique. Et donc, précisément, c'était des informations qui visaient à influencer les opinions politiques des votants. Ce qui est nouveau est cette attention, ou plutôt cette véritable haine qui s'est déchaînée contre certains aspects de la vie en ligne. En particulier, le fait qu'elle soit régie par des règles, que sais-je, de sociabilité affinitaire, donc le fait de pouvoir choisir ses amis sur les réseaux sociaux numériques, semble avoir créé des effets de bulle de filtre, homophilie, on l'appelle comme ça en sociologie, mais en fait, ça, c'est des phénomènes qui sont étudiés depuis, peut-être plus qu'un demi-siècle. Comment ça se passe, ces fake news, ces publications, de l'origine d'un projet au fait que ça soit repris par tout le monde sur les réseaux sociaux? Il y a des incitations économiques qui poussent certaines personnes à produire ou à commander des fake news. Donc ça peut être parfois des véritables articles qui sont commandés au sein de usines à contenu. On les appelle des content mills. C'est parfois des structures qui rassemblent un peu des rédactions de journaux, mais en même temps ne sont pas structurées, ne sont pas professionnalisées. Donc on commande, que sais-je, 5 lignes à droite, une demi-page à gauche pour pouvoir concocter un texte, ou parfois on passe par du multimédia, on commande des images, on peut faire circuler des mèmes, et tout ça est finalisé exclusivement à obtenir un maximum de clics. Et alors de ce point de vue-là, il faut aussi voir qu'il y a un certain cynisme des personnes qui choisissent les informations à circuler, et qu'il y a aussi un enchaînement entre des plateformes très visibles et généralistes, comme encore une fois Facebook, ou Instagram ou Twitter, et des plateformes un peu plus cachées, voire des communautés de conversation et des forums d'échange. Il y a dans le monde de la communication un espèce d'enchaînement entre 4chan, ou ce qui reste de 4chan, Reddit et Facebook.
à même ou une information outrancière commence à circuler. Vous pouvez nous préciser ce que c'est les 4chan? 4chan, c'est un forum d'images surtout, et c'est l'endroit dans lequel, par exemple, certaines grandes tendances d'Internet des dernières années sont dégagées. Par exemple, Anonymous a fait surface sur 4chan. C'était d'abord des plaisantants et des trolls de 4chan qui se sont constitués à un collectif politique. Mais 4chan est aussi l'endroit de tous les pires images et les pires mèmes du monde et les pires blagues sans aucun respect pour aucune contrainte morale. Donc de ce point de vue-là, c'est aussi l'endroit dans lequel certaines tendances se manifestent. Donc les trends en termes de culture numérique se manifestent là-bas. Et après, ils passent et se normalisent dans Reddit, qui est un forum de discussion, un ensemble de forums de discussion, on va dire comme ça, pour faire rapide. Mais c'est aussi un endroit dans lequel les publicitaires, les communicants, les gens qui reniflent les tendances, même du point de vue politique, vont se servir. Et par la suite, ils récupèrent et normalisent davantage ces contenus et les circulent dans les réseaux généralistes sur lesquels vous avez aussi vos parents ou vos enfants ou vos grands-parents et ainsi de suite. Mais oui, Madame Le Pen, ne plaisantez pas avec ça. L'institution judiciaire... J'espère qu'on n'apprendra pas Madame que Le vous Pen. avez un compte offshore aux Bahamas ou je sais pas, j'en sais rien. Un compte aux Bahamas? Ok les mecs, donc on récapitule, 22h58, le débat d'entre-deux tours fait rage, et là, Marine balance le pavé dans la mare, le compte en banque aux Bahamas. Le compte aux Bahamas, à qui? Bah le compte à Macron. Ah, il a un compte aux Bahamas? Bah non, il en a pas, mais c'est pour ça qu'on est là, hein. Bref, 22h58, Monsieur Macron, il faudrait pas qu'on vous trouve un compte aux Bahamas, nanani nanana. Auparavant, vers 19h, sur le canal politique du forum internet 4chan, Jean-Marc aura publié les faux documents du faux compte en banque avec la vraie signature d'Emmanuel Macron. La vraie signature, Henri Brice? Non, c'est pas la vraie signature, c'est nous qu'on l'a faite, mais c'est pareil, ça marche, c'est tout. Si lui permettre les piètres d'antiquité. Bah écoute, il y a un E, il y a un M, Emmanuel Macron en marche, ça marche, c'est tout. Donc, l'information circule sur 4chan, puis transite via des comptes d'extrême droite russes et américains vers le site d'information alternative Disobedient Media. De là, commencent à apparaître sur les forums français d'extrême droite des messages tels que « Balancez ça sur Twitter »,« Envoyez ça sur Wikileaks et sur tous les médias alternatifs » ou encore « Je pense que ça aidera la cause, même si c'est faux ». Parce que là, on dit que c'est faux. Bah oui, on est entre nous, on s'en bat les steaks. Donc, arrive 23h, Marine lance l'offensive et on sort sur Twitter les hashtags Macron Leaks et Macron Cache-Cache. Excellent, Henri Brice. Macron cache-cache comme c'est piquant. Ouais, on a bossé. Bref, raz-de-marée médiatique, Macron aux fraises, Marine présidente. Oui, mais si ça marche pas... Eh ben, on appellera Vladimir. Vélès, à 1 heure de la capitale macédonienne Skopje, a longtemps été un centre industriel prospère. Aujourd'hui, la ville est connue dans le monde entier pour une toute autre raison. Des centaines de sites se sont spécialisés dans la rédaction de fake news, diffusées jusqu'aux États-Unis pendant la campagne présidentielle. Si un site créé à Vélès crée du contenu ou en relais avec tellement de succès que cela influe sur le résultat des élections américaines, je peux vous assurer que cette machine, cette organisation, fonctionne toujours à l'heure d'aujourd'hui. Tout a commencé avec des pages internet relayant conseils diététiques et photos de voitures de sport, jusqu'à ce que, presque par accident, un site mette un pied dans la politique américaine, en avril 2016. Un ami, lui aussi journaliste, m'a un jour envoyé un lien. On avait découvert que plusieurs sites, localisés à Vélez, produisaient des infos bizarres, étranges. À cette époque, le terme fake news n'existait pas encore. Mais pourquoi tout cela se déroule-t-il à Vélez ? Vélez est un cas à part, puisque c'est une des villes les plus touchées par la dislocation de la Yougoslavie. C'est vraiment une ville défavorisée, sans être si petite d'ailleurs. Elle est dans le top 5 des plus grandes villes de l'ex-Yougoslavie. Mais elle reste très mal en point, surtout parce que toutes les usines de l'ère communiste ont arrêté de fonctionner. Officiellement, le taux de chômage est de 22-23%, mais au niveau des jeunes, ça tourne plus autour de 50%.
En gros, les gens essaient de gagner de l'argent rapidement, sinon ils préfèrent quitter le pays. Personne ne veut rester dans ce pays. Voilà basiquement toutes les raisons qui font qu'aujourd'hui, les jeunes ont commencé à se lancer dans le business des fake news. Les fake news ont donc généré d'énormes revenus publicitaires. Jusqu'à 50 000 € par mois parfois. Surtout quand le sujet s'appelle Donald Trump. C'est la situation économique qui pousse les gens à faire ça. Mais certaines personnes ont tout de même confié leur peur de voir Donald Trump gagner l'élection. L'idée ne leur plaisait pas trop, mais finalement, c'est l'argent qui compte. Ils disaient « Je ne me préoccupe que de l'argent ». Une chose est sûre, les fake news ont permis à Vélez de se payer une campagne de promotion sans égale. J'ai traité les jeunes qui ont écrit ces fake news tout à fait normalement. Finalement, tout ce qu'ils ont écrit n'est pas vraiment contraire à la loi. Et puis, il faut bien le dire, ils ont rendu la ville très populaire dans le monde. À la limite de la légalité, les sites incriminés ont profité de la lenteur de la réaction de Facebook et Google, qui ont depuis resserré leur contrôle. Beaucoup de sites sont maintenant fermés, et les nouveaux riches de Vélez se montrent désormais discrets, leurs revenus ayant attiré l'appétit de racketteurs occasionnels. Pour autant, les fake news ne vont pas disparaître. Pour combattre les fake news, il faut combattre avec de la qualité, des standards journalistiques. C'est impossible de répliquer avec la loi. C'est d'ailleurs pour ça que c'est si dangereux. Le système immunitaire des sociétés n'est absolument pas préparé à cela. Et je suis sûr que ces événements vont se reproduire. Et ça arrivera même dans des démocraties avec un haut, voire un très haut niveau démocratique et des citoyens éclairés. Si j'ai l'occasion, j'offrirai à ces jeunes un poste d'ingénieur informatique à la mairie. Ils ont fait du super boulot. Bravo. Antonio, nombreux sont ceux qui ont accusé les algorithmes de Facebook, Google ou autres de nous enfermer dans ces bulles de filtres. Vous avez une opinion un petit peu différente, je crois. Oui, l'opinion différente consiste un peu à voir, envisager Internet comme une usine. Et donc, dans une usine, vous avez des machines, c'est clair, mais vous avez aussi des travailleurs. Et de ce point de vue-là, les algorithmes sont les machines, et nous tous et toutes, nous sommes les travailleurs de cette usine à contenu, usine à data, et ainsi de suite. Et alors, de ce point de vue-là, le fait de se concentrer exclusivement sur les algorithmes, dire que c'est leur faute à eux, ça veut dire qu'en gros, on oublie que quelqu'un a choisi ces algorithmes, les a conçus, et surtout qu'on a autour de ça mis en place tout un tas d'incitations économiques, de modèles d'affaires qui, en gros, favorisent le partage de certaines informations plutôt que d'autres. Après, il y a aussi le fait que derrière cette économie visible d'Internet, il y a aussi une économie invisible. Et cette économie invisible est faite, elle est invisible parce qu'elle est ailleurs, c'est-à-dire dans des pays tiers, dans des pays en voie de développement ou dans des pays émergents. Et donc, c'est l'économie des fermes à clics. Les fermes à clics sont des structures dans lesquelles vous avez des centaines, parfois des milliers de personnes qui, à longueur de journée, sont devant des postes ou alors devant des dizaines de mobiles et qui cliquent à droite et à gauche. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils cliquent? Parfois, ils testent des applications. Parfois, ils réalisent des petits likes sur des contenus que des marques ou des hommes politiques ont mis en ligne et parfois partagent ou deviennent fans de pages spécifiques sur les réseaux sociaux. Alors, vous voulez dire que Donald Trump est allé embaucher des travailleurs du clic mexicains? Ah oui, lui en particulier. Ça s'est passé comment sur la campagne américaine en fait? Il s'est passé en gros que, à part les quelques fans qu'il avait déjà sur sa page Facebook, il y a eu un moment où le nombre de fans a monté d'une manière exponentielle et d'une manière assez un peu suspecte parce que ces fans ne venaient plus des États-Unis. Ils étaient, sur la base de leur adresse IP, on a pu le dire, originaires d'Indonésie, Malaisie, Mexique, Colombie. Dernièrement, par exemple, je voyais une annonce sur une plateforme dans laquelle on faisait du trafic de micro-travail. C'était 50 000 likes pour $30.
Donc ça fait vraiment beaucoup moins que 1 centime par like, 0,06, etc. C'est ce qu'on appelle, je crois, alors, le digital labor. Est-ce qu'il faut, alors vous nous en direz un mot, mais est-ce qu'il faut établir une forme de parallèle avec le phénomène très médiatique de Uber et des petits jobs qui se développent dans l'économie numérique? Oui, plus qu'un parallèle, c'est vraiment un continuum. C'est-à-dire que les mêmes plateformes sociales, donc les Facebook et compagnie, qui nous poussent à produire du contenu et du like et du clic et ainsi de suite, adoptent la même logique que des plateformes de services comme Airbnb, Uber, TaskRabbit et ainsi de suite. Donc en gros, cette deuxième catégorie, bon, c'est des plateformes qui produisent effectivement un service. Finalement, il y a quelqu'un qui vous conduit du point A au point B ou alors qui vous livre votre repas, peu importe. Mais derrière, il y a une énorme économie des données. Et ces plateformes, même si elles se déguisent en entreprises de transport urbain ou de livraison, finalement, sont seulement des plateformes de production et d'échange de données. Et il y a une énorme quantité de données produites à partir, que sais-je, de Uber. Un chauffeur Uber passe à peine 40% de son temps en train de conduire. Le reste de son temps, il le passe sur l'appli, à cliquer sur cette appli et en produisant de la donnée pour l'appli. Et cette donnée est récupérée par Uber et vendue par Uber. Salut. Salut. Bah ça travaille ici. Ouais. Qu'est-ce que tu fous toi encore? Je bosse. Ah ouais? Qu'est-ce que t'as fait de ta journée? Alors à 9h30, tapante, j'arrive au bureau. Je prends un petit café, tout ça. 9h45, je poste une vidéo, tu sais, de mes chats en train de se battre. J'avais pris la vidéo comme ça avec la fonction ralenti du téléphone. Posté sur Facebook. 200 likes, direct. C'est pas mal. Ouais, tu vois. Bon bref, après, tu vois, la matinée s'enchaîne. Je tombe sur un article du Gorafi qui m'a fait marrer. Le PS entre en cohabitation avec lui-même. Je trouvais ça rigolo, du coup j'ai commenté, j'ai partagé sur Twitter et tout. C'est bien. C'est le monde.fr par contre. Ah ouais. Bon bref, tu vois, après je vais déjeuner, un burger genre hyper bon, en plus trop beau. Donc du coup je me suis dit c'est dommage je vais pas en profiter, donc je prends une photo et puis en revenant au bureau je la poste sur Instagram avec mes doigts de pied au premier plan. Et comme en vacances. Ouais, comme en vacances, genre hashtag OKLM, hashtag NoFilter. Classique. Honnêtement, dans la journée, j'ai dû faire dans les 47 recherches sur Google à peu près. Ah quand même. Ouais. Alors, tu vois, genre David Pujadas fait-il 1m50 ? D'accord. Macron, Illuminati ou reptilien ? Des vraies questions. Grâce à moi, aujourd'hui, l'algo de Google est devenu vachement plus intelligent. Ouais, t'as rien foutu quoi. Si mec, c'est du digital labor. C'est le travail du futur. Toi, t'es là en mode petit employé de bureau, là, Excel. Ouais, Excel, PowerPoint, ça. Mais évolue, mec, sérieux, évolue, quoi, c'est bon. Quoi. Et quelle heure, en fait? Il est 17h30. Ça fait des grosses journées. Ça fait des grosses journées, ça fait des... non, mais surtout, tu vois, à la fin, moi, j'ai les yeux qui fassent comme ça, je pense qu'il faut que je déconnecte un peu, que je fasse une petite digital detox, genre 3-4 jours, tu vois, j'arrête tout, je coupe. On fait ça. Hein? Ouais. T'as ton téléphone. Lol. Tu vas voir Marc-Antoine, là, a priori, je nous ai trouvé un petit endroit qui est vraiment cool, qui est complètement paumé. Et l'idée, c'est juste de profiter d'être dans un cadre complètement déconnecté pour que toi, tu nous parles de ton expérience qui a l'air quand même assez dingue. Parce que de ce que j'ai compris, t'es parti 3 mois à New York complètement coupé numériquement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Sans internet, sans ordinateur, sans téléphone portable, pendant 3 mois. Il y a eu à l'origine l'envie de mettre en pratique des grands concepts, des grandes idées et essayer de vérifier ce qu'on disait sur la déconnexion numérique. Voir si effectivement j'allais me sentir mieux, si j'allais me sentir plus connecté aux gens, si j'allais me sentir plus connecté à moi-même. Tu vois, on a vraiment cette image d'Épinal selon laquelle quand on retourne à l'essence des choses, on se ressource et quand on se ressource, on se sent bien. Moi j'avais l'impression en fait qu'en quittant le numérique, je me sentirais mieux. Et je me suis trompé. Tu t'es trompé. Ouais, 2 premières semaines, je me sens super bien parce que je me sens super libre. En plus, je trouve un appart en 5 jours, c'est génial. En 10 jours, je suis en contact avec 2 assos, donc je commence déjà en fait à rencontrer des gens, faire des projets, organiser un tout petit peu mes horaires. Je passais beaucoup de temps à errer dans la ville, tu vois, à me balader, à parler à des gens dans la rue, genre à m'asseoir sur des bancs et tout, à faire des choses hyper simples comme ça. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que je passais aussi beaucoup de temps dans ma tête.
se passe, l'expérience prend une tournure un peu différente, plus dramatique. Et pour la première fois de ma vie, genre je ressens physiquement, tu vois, genre physiologiquement, je sens que je vais mourir. Je me réveille en pleine nuit, tu vois, et je me dis, mais en fait, mon gars, tu vas mourir, quoi. Tu vas crever. Je peux pas taper dans Google qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir peur de la mort, tu vois. Je suis obligé d'avoir cette réflexion tout seul. Je peux pas contacter directement de manière instantanée quelqu'un de proche pour lui confier en fait la lourdeur, la pesanteur, tu vois, de ce truc. Et là, j'ai mis l'hypothèse qu'en étant tout le temps sollicité par mon environnement, par la technologie, par mes habitudes de vie, j'avais absolument pas conscience que un jour je serais face à genre l'isolement de ma propre existence, tu vois. Tout était plus intense. Et mon contact avec les gens était très intense parce que j'étais tellement dans l'attente, parce que très souvent très seul, que dès que j'avais l'opportunité en fait d'échanger avec quelqu'un, c'était génial, quoi. C'était vraiment génial. Et là, du coup, ça change vraiment la nature de l'expérience. Parce que moi qui suis parti en me disant, en me déconnectant numériquement, je vais être beaucoup plus heureux, je me rends compte en fait, en me déconnectant numériquement, je me sens très isolé. Et qu'en étant isolé, en fait, je fais face à des questionnements d'ordre métaphysique très importants, très intenses, et auxquels j'ai absolument pas les réponses et absolument pas la main, tu vois. C'est amusant. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, on a de grandes difficultés à accepter la finitude, c'est-à-dire le fait qu'un jour, potentiellement, on puisse mourir. Mais c'est juste qu'on utilise la technologie comme un rempart, tu vois, à cette date limite, à cette date de péremption. Il y a dans cette expérience de New York la volonté de responsabiliser les technologies pour mon mal-être. Et finalement, en fait, j'ai échoué à responsabiliser la technologie pour mon mal-être parce qu'en fait, je me suis pas senti beaucoup mieux. Mais je me suis senti mieux le jour où moi j'ai pris mes responsabilités. Enfin, j'avais cette croyance que en écartant la technologie de ma vie, je me sentirais mieux. Mais c'est en me rendant compte en fait que j'arrive à la réintégrer à ma sauce, à ma manière, que je me sens mieux. Antonio, après tout ce qu'on s'est dit, est-ce que Internet peut encore être porteur de progrès? Je le crois, je le pense, oui. Internet peut être porteur de progrès. En même temps, il ne faut pas se faire l'illusion que le progrès arrive de manière linéaire et spontanée. Le progrès est quelque chose qu'on fait au fil des luttes et au fil des revendications. Donc la question est d'abord identifier les luttes qui sont aussi des luttes sociales et politiques qu'il faut mener sur Internet pour éviter qu'ils deviennent un cauchemar dystopique. Alors par exemple la lutte pour la protection des droits des micro-travailleurs et des travailleurs que nous toutes et nous tous sont, se passe aussi sur Internet. L'organisation des mouvements et la structuration de ces mouvements est l'ingrédient qui va permettre justement à Internet de devenir, ou alors de continuer à être, une arène politique majeure. Mais trop souvent, on a cru que cela allait se passer de manière spontanée. Antonio, c'est un peu déprimant tout ça. Est-ce qu'on a des pistes d'action concrètes? Si, on a plein de pistes concrètes. Moi, je peux en indiquer 3, par exemple. Les syndicats, les décideurs publics et la société civile, surtout la structure des coopératives. Aujourd'hui, les syndicats, en France comme ailleurs, ont un manque cruel de compétences sur le numérique et sur le travail au sein du numérique. Ils conçoivent le travail au sein du numérique comme une menace, à la limite. Et donc, il faut les accompagner dans cela. L'autre piste est celle de la législation. Et encore aujourd'hui, on a vraiment du mal à voir comment légiférer sur Internet d'une manière, on va dire comme ça, saine. D'abord parce que même au sein, par exemple, de la culture d'Internet, on ne voit le législateur que comme un danger. Il va réguler et donc il va étouffer cette spontanéité
spontanéité d'Internet. La spontanéité d'Internet n'existe pas. Internet est ancré à des réalités de terrain, il est ancré au monde réel, et donc finalement il y a aussi certaines inégalités et certaines différences qui sont encore là, et le législateur aide aussi à lisser ces différences et ces inégalités. Et la troisième piste, c'est par exemple le mouvement coopérativiste. Il y a un énorme mouvement qui se met en place de coopérativisme des plateformes. Bon, certains adhèrent, certains ont des critiques, mais d'abord c'est un renouveau du mouvement mutualiste du siècle passé, et de l'autre c'est aussi une manière d'imaginer des plateformes numériques qui soient égalitaires et qui soient plus équitables. Vous parlez de la réglementation d'Internet. Alors, il y a eu des tentatives. Est-ce que ça a été bien fait? Est-ce que les hommes politiques, les élites sont déconnectés, ou est-ce que c'est les acteurs du numérique qui doivent monter au niveau politique? Comment on avance sur ce sujet? Les élites ne sont pas particulièrement déconnectées. Enfin, je veux dire, les élites politiques ne sont pas plus déconnectées que les journalistes ou les profs universitaires ou les communicants. Enfin, je veux dire, les compétences sont inégalement distribuées, c'est clair. Vous allez toujours tomber sur un vieux crouton qui n'est pas capable d'allumer un ordinateur, on est d'accord. Mais en même temps, il faut vraiment dépasser ce poncif selon lequel les hommes politiques ne sont pas capables de comprendre le phénomène numérique. À mon avis, s'ils font des mauvaises lois, c'est parce que ces lois sont faites à partir de consultations, auditions et formes de lobbying de la part de certains groupes industriels qui cherchent à protéger leurs intérêts. Et on le voit à chaque fois qu'on a affaire, hélas, à des lois de surveillance de masse. De ce point de vue-là, malheureusement, en France, on est bien servi depuis des années et des années. Et à chaque fois que vous cherchez à monter une loi qui soit capable de respecter les libertés individuelles, vous vous heurtez à un mur de lobbyistes de telle ou telle société de capitalisme de surveillance qui cherchent à imposer leur vision, qui cherchent à défendre leurs intérêts et qui font finalement une mauvaise loi. Mais ceci veut aussi dire qu'il y a un rôle important de la société civile et des associations de la société civile pour se faire entendre. Alors, que fait-on? On siffle la fin de la récré? On débranche Internet et on recrée bien gentiment le modèle social de papa? Non. On prend les choses en main. On forme des collectifs pour se réapproprier notre travail, notre gouvernance. On bâtit des communautés en ligne et hors ligne et on s'organise en réseau. Et figurez-vous que ce futur-là n'est pas juste une lubie d'Italiens à boucle d'oreille. La CIA a posé sur le bureau du nouveau président un rapport sur l'état du monde en 2035. 3 scénarios possibles, vous allez voir, ça va vous plaire. Scénario 1, repli nationaliste généralisé, la peur du prochain, des murs partout, bref, les vacances en Asie, c'est fini. Scénario 2, tension entre puissances régionales, propagande d'État, puis guerre nucléaire. Bonne soirée à tous. Scénario 3, des communautés transnationales en tout genre prennent le relais d'États affaiblis et largués au niveau local, incompétents au niveau international. Alors forcément, il y a du changement. Tout ne sera pas rose, mais la dernière option semble quand même vraiment plus sympa.